Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre. Chaque épisode est une invitation à prendre du recul, à ouvrir la boîte et à regarder ce qui se passe vraiment autour de la table. Aujourd'hui, pour bien terminer l'année 2025, on va faire mon top 10 de jeux solo. On va commencer avec Welcome to, qui, à mon sens, se joue à un joueur comme à plusieurs centaines. Mon record étant, si je ne me trompe pas, on devait être Heu, plus ou moins, 200 personnes peut-être, dans ces eaux-là. C'était lors d'un événement ludique et ça avait été une solide game bordélique, assez longue parce que normalement, c'est un jeu qui se joue en quand même, quoi, une vingtaine de minutes. Lors de cet événement ludique-là, ça avait pris plus d'une heure la partie. C'était assez épique, disons-le. Donc pour revenir à pourquoi j'aime ce jeu-là, c'est que, ben, c'est un jeu qui est simple, qui est facile. À la base, on a un choix à faire entre 3 trios. Donc, d'un côté, c'est les chiffres et de l'autre côté, ça va être les constructions. Donc, soit ça augmente la valeur du type de quartier, soit ça augmente le nombre de parcs, de piscines, ou que ça permet de dupliquer un numéro pour pouvoir répondre aux divers contrats qui existent. Donc, c'est vraiment quelque chose de quand même abordable, facile à gérer. Ça ne demande pas trop de jus de cerveau, c'est quand même facile à faire. Puis ce qui est le fun, si on veut aller vers une version plus experte, c'est qu'on peut avoir des objectifs qui sont plus difficiles, qui demandent plus, ou on peut aller vers une version vraiment très avancée, où ce que là, on va avoir trois cartes et on va choisir d'un côté le numéro et de l'autre côté la dite construction qu'on veut avoir, le bonus. Donc, sur les trois cartes, on va en utiliser deux, une du côté A et l'autre du côté B. Et la C, on fait tout simplement la discarter. Donc, ça amène vraiment une belle fluidité dans le jeu, puis c'est vraiment agréable. Donc, c'est ça, c'est un jeu qui est quand même assez facile. On s'en va maintenant vers la neuvième position qui se trouve à être Dinoblivion. C'est le premier jeu que j'ai vraiment beaucoup joué en solo. C'est un jeu qui est un deck building. C'était ma découverte avec le deck building. J'ai quand même joué pas mal en solo, un petit peu à deux joueurs. Honnêtement, en solo, c'est une toute autre difficulté parce qu'on a les petites maudites créatures rouges qui nous gossent solidement. Mais c'est un beau défi, c'est vraiment agréable, puis ça permet de découvrir le deck building assez facilement, aisément, puis d'aller comme creuser plus dans cet univers-là. Puis on ne se cachera pas que l'univers des dinosaures, en tout cas, moi j'aime bien, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient aussi. Puis le plaisir de pouvoir casser les œufs de ton adversaire pour qu'il fasse moins de points, c'est toujours très agréable. Les dinosaures à combattre, ça se joue bien. C'est vraiment c'est un beau petit jeu. C'est quand même assez simpliste. D'ailleurs, c'est un 2.06 de niveau de complexité sur Board Game Geek. Ça reste quand même quelque chose d'abordable là, pour pas mal monsieur, madame, tout le monde. En septième position, on s'en va avec Destinies, qui honnêtement n'est absolument pas un jeu prédestiné à être solo. La compagnie va dire que c'est un jeu qui joue de 1 à 3 joueurs. Honnêtement, je ne voudrais pas jouer à 3 joueurs. J'ai jamais joué à 3 joueurs. Puis je vous suggère pas de jouer à 3 joueurs parce qu'à 2 joueurs, c'est un jeu qui peut être quand même assez long si vous explorez beaucoup. Pour avoir fait toutes les campagnes de la boîte principale et tous les scénarios de la boîte principale et toutes les extensions aussi. Il y a des scénarios qui vont durer jusqu'à presque 3 4 heures. C'est long. En solo, on divise facilement le temps par deux, voire par trois. Ben, c'est parce que tu ne te poses pas de questions. Hein. Tu veux faire ça, tu le fais. Il y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de temps de latence entre toi, tu es en train de réfléchir un petit peu, puis l'autre, il réfléchit, puis toi, tu fais rien, tu attends après lui. Fait que ça va très rapidement. C'est un jeu qui est très le fun quand on le prend comme mode exploration. C'est un petit jeu d'aventure relax où on va découvrir une histoire, un univers, puis ça nous permet de passer un moment agréable, léger. Puis je vous dirais qu'en rabais, ça vaut vraiment la peine. C'est un bon jeu. Je vous le conseille dans cette optique-là. En sixième position, c'est pas la sixième position, c'est Welcome était la 10, Dinoblivion la 9, Destinies la 8, donc on arrive en 7 et que je suis dans le champ. Donc, en septième position, ouais, on voit que le live, c'est pas pareil, hein? C'est Subterra 1 et 2. Pourquoi je mets les deux? Parce que personnellement, j'ai autant de plaisir à qu'à l'autre. C'est juste que c'est un univers qui est très différent. Le un est beaucoup plus sombre
à la film d'horreur. Le 2 est vraiment à la Indiana Jones. Le 2 est aussi beaucoup plus difficile à réussir à mon sens. Les gardiens sont faciles à gérer. C'est le maudit volcan qui fait suer solidement la plupart du temps. Tandis que dans le 1, les horreurs sont très dangereuses, ils nous pourchassent, sont vraiment difficiles à gérer et il n'y a qu'un seul personnage qui peut les éliminer. Mais le 1 est, à mon sens, beaucoup plus facile. D'ailleurs, le taux de réussite est comme, je crois, 3 ou 4 fois plus dans Subterra 1 versus Subterra 2 dans les parties qu'on a jouées. C'est un jeu qui est très agréable à jouer autant en solo qu'en coop. Ça joue très bien, c'est fluide. On gère juste plusieurs personnages quand on est en solo. Fait que ça va quand même bien. Et c'est quelque chose de quand même agréable à creuser et à découvrir quand on est seul. Ça se joue en dedans de 45 minutes, peut-être une partie, je dirais. C'est quand même un bon jeu à creuser. Après ça, le numéro suivant, ça serait Troy Dice, qui est un des rares jeux que j'ai pu dire que je suis rendu à presque 100 parties. Donc, oui, je pense qu'à ce nombre de parties-là, on peut clairement dire que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Le côté mathématique de gérer l'efficacité. Je m'en vais-tu prendre en bâtiment rouge ou je m'en vais le prendre en bâtiment jaune ou en bâtiment blanc? Chaque type de bâtiment a ses avantages et par le fait même un petit peu ses inconvénients, on va dire. Parce que si je décide de construire une forteresse qui me protège, ça me rapporte la protection pour toute la colonne de un exemple si je prends une forteresse en un. Mais aussi, ça me donne beaucoup moins de points de victoire si je décide de construire une forteresse parce que je vais me protéger, donc je produis moins de choses à ce moment-là. C'est quand même assez facile à jouer à la base si on va juste là. Quand on rentre le côté de l'optimisation, donc est-ce que je peux convertir la valeur de mes dés plus un moins un? Est-ce que je change la couleur de mes dés parce que mes dés peuvent être rouge, jaune, blanc? Est-ce que je fais des combinaisons? Est-ce que je m'en vais chercher des nobles pour avoir des multiplicateurs x1, x2, x3 au score? On se rend tout de suite compte que là, le jeu, il rend vraiment plus intéressant et plus agréable. C'est la différence entre faire une partie très médiocre à 30-40 points, une pas pire partie à 50 points, une très belle partie à 60 points, et de réussir à faire des parties que j'ai pas vues personnellement en faire moi-même. J'ai vu des gens réussir à faire du 70 points et plus. Je ne suis pas encore capable de faire ça. Mais c'est un beau jeu de cassage de tête un peu et d'optimisation. C'est un peu le principe de beaucoup de roll and write où ce qu'on va justement essayer d'optimiser le plus possible un petit jeu pour aller au plus profond et au plus intéressant de ce genre de jeu-là. Après ça, le numéro suivant, j'irai avec Aftermath, qui a été une de mes premières aventures où ce que j'ai été loin dans le niveau exploration, fouille, où ce qu'on crée une petite colonie avec nos merveilleuses petites souris qui sont très cute. C'est vraiment agréable. On creuse un peu l'histoire, on va fouiller un peu, on développe notre univers, on peut les améliorer. C'est bien, ça se joue quand même bien. Un scénario, c'est environ 1 heure ou 2. Il y a quand même une belle fluidité, une belle amélioration possible. Complexité de 2,86, c'est assez abordable. Ce que j'aimais dans ce moment-là, dans ce jeu-là, qui était quand même assez nouveau pour moi, c'est que ça ne joue pas avec des dés. Ça ne joue pas avec des cartes à la Seigneur des Anneaux ou un autre jeu dans ce style-là. Ça va se jouer avec des cartes à jouer. Oui, oui, un paquet de cartes à jouer, ce qui est quand même assez original. Et que là, selon les valeurs, c'est ce qu'on va pouvoir faire certaines actions et on va pouvoir franchir les lignes, réussir à faire des combinaisons avec nos différents personnages. Donc, c'est vraiment un bel usage d'une façon différente. Et c'est un livre-jeu. Donc, le plateau de jeu ne prend pas trop de place, malgré qu'il y a quand même le côté de score pour la colonie qui prend de l'espace et on a d'autres affaires, dont nos personnages, quand on est en solo, qui vont prendre quand même pas mal d'espace. Mais ça rentre très bien sur une petite table de cuisine, donc c'est facile. Personnellement, moi, je jouais sur ma table assis debout devant mon ordinateur. Ben, mon ordinateur était éteint à ce moment-là, mais c'était là que je jouais parce que c'était facile, c'était accessible. Ça joue très bien. Après ça, on arrive dans notre top 3. Oui!
Donc, Goldblivion, qui a été un beau plaisir à jouer en solo avec l'automat, qui peut être facile ou très suant. Beau défi, belle complication, ouais, disons, complexité à réussir à battre l'IA, l'automat. Pas que le jeu est difficile en tant que tel, la complexité de 1.93, ça se joue très bien, ça se joue en 20 minutes, une demi-heure, je dirais, si on est rapide puis habitué. C'est quand même un double deck building. C'est une belle création de Jean-François Gaultier. C'est vraiment bien fait. C'est beau, c'est frais. Les belles petites pépites d'or. Le matériel est agréable. On a un beau visuel. C'est vraiment intéressant. Ça joue bien. On ne fait qu'en redemander personnellement. J'ai joué un peu en solo, beaucoup à deux joueurs principalement, mais en solo, ça joue très bien, c'est vraiment agréable, c'est le genre de jeu que je recommande. Et après ça, là, on rentre dans le cœur vraiment des jeux que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trippé. Euh, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. J'ai fait la première boîte au grand complet. J'ai vraiment trippé sur cet univers-là. J'ai fait la première campagne trois fois, si je me trompe pas. C'est le seul jeu que j'ai fait une campagne plus d'une fois. Absolument, le seul jeu que j'ai fait une campagne plus d'une fois, je dirais même. Donc, ça veut vraiment tout dire. J'ai eu du plaisir. Je l'ai fait la première fois avec une amie, la deuxième fois en solo et la troisième fois tout aussi en solo. Après ça, les autres campagnes des autres qui sont soit avec la boîte numéro un ou avec la boîte numéro 2 ou dans une campagne en ligne, j'ai fait ça en solo. Je prévois d'ici 2025 commencer une nouvelle campagne parce qu'il y en reste à faire. Il y a quand même énormément de jus dans cet univers-là. D'ailleurs, c'est le seul jeu que je possède absolument toutes les extensions, toutes les figurines, tous les goodies qui peuvent exister dans cet univers-là. Je me suis énormément amusé. Ça vaut vraiment la peine comme univers. Si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine d'aller creuser, d'aller voir qu'est-ce qui existe. La map qui est avec des petites pièces de carton qui est vraiment d'une belle qualité, d'une belle épaisseur, où ce qu'on peut avoir un univers d'une partie à une autre qui ne sera jamais pareil. L'histoire, si on rejoue le même scénario, va avoir la trame principale pareille, mais les trames secondaires vont être différentes, la carte va être différente, les rencontres vont être différentes. C'est vraiment cool, c'est agréable. Et on termine avec l'énorme jeu de 2025. Il y a sans l'ombre d'aucun doute Tinted Grail, The Fall of Avalon, la chute d'Avalon, qui est tout simplement magistral. C'est un merveilleux jeu, c'est un univers qui va vous jeter par terre. Ce jeu-là, à mon sens, est fait pour du solo. Oui, on dit qu'il joue de 1 à 4 joueurs. Honnêtement, à 4 joueurs, ça doit être un bordel sans nom. Ça doit être long, ça doit être fastidieux à jouer. À 2 joueurs, avec une bonne équipe, ça doit être cool. Personnellement, je l'ai joué en solo avec 2 personnages. Je vous en ai parlé en long, en large. Je vais en reparler encore parce que cet univers-là me fait capoter. J'ai hâte en 2026, fort probablement, d'aller vers la deuxième boîte. Mais là, j'ai le goût de retourner à mes anciens amours. Mais Tint and Grey, c'est un gros jeu. On parle d'une cinquantaine d'heures pour la première campagne. Il y a du stock, il y a du matériel, il y a des cartes, il y a de l'amélioration. Il faut absolument, vraiment avoir le séparateur de cartes qui est proposé, que je propose dans mes articles, parce que ça va vous simplifier la mise en place énormément et la gestion du jeu va devenir agréable. Sinon, c'est compliqué sortir le jeu et la resserrer. Et c'est un beau jeu. Il y a vraiment du narratif. Si vous tripez sur le narratif, il y en a. Il y en a à la tonne des choix éthiques, diplomatiques. Vous allez vous creuser la tête, vous allez chercher. Ça vaut la peine. C'est le jeu coup de cœur de 2025. Si vous ne l'aviez pas compris encore, je vous le redis, ça vaut la peine de jouer à ce jeu-là. C'est un bel univers. Je vous le conseille fortement.
Et voilà, ça met le tour à nos 10 euh, du top solo. On avait eu Welcome to, Dinoblivion, Destinies, la gang des Subterra, Try Dice, Aftermath, Goblivion, The Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux, et Tented Grave. Ça nous en fait donc 10. Oui, il y a le doublé des Subterra 1 et 2 qui est là, mais personnellement, je le mets un peu ensemble. Je lui prends deux places quand même. Et je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce qui serait votre top 10 de jeux solo? Et jouez-vous solo à la base? De temps en temps, jamais. Connaissez-vous des gens qui jouent solo? Allez, dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. À la prochaine! Ciao, ciao! Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. On se retrouve dans le prochain épisode ou sur le blog. N'hésitez pas à partager et surtout, jouer, penser, raconter.